Bonjour à tous et bienvenue à l'Institut des Libertés pour un nouveau délit d'opinion. Comme chaque mardi, je suis avec Charles Gave. J'espère que vous allez bien, Charles. Oui. Oui, bon, tant mieux. Sans vraiment faire d'introduction, je voudrais directement passer au sujet évoqué aujourd'hui. Je voudrais commencer avec la présence de Macron au Salon de l'Agriculture. Pas tellement pour commenter vraiment ce qui s'y est passé, parce que globalement, qu'est-ce qui s'est passé? Pas grand-chose. Il s'est pointé, il s'est fait engueuler par quelques agriculteurs. Il a fait pour essayer d'abaisser un peu la tension, il a fait ce qu'il sait faire de mieux, c'est-à-dire faire un petit débat où à chaque fois il invoque, c'est aussi son pouvoir de président, il invoque une mesure qu'il avait pas forcément prévu de prendre. Derrière ça calme un peu les ardeurs des gens qui lui en veulent. Et en fait, ce qui s'est passé ici, c'est que il a annoncé un truc, à mon avis, contre lequel vous vous dressez, qui est la mise en place de prix planchers dans le domaine de l'agriculture. Et je peux déjà vous annoncer un truc, avant même qu'on aille plus loin, ça va ruiner l'agriculture en Afrique. Parce que quand vous faites des prix planchers, automatiquement, à l'arrivée, vous avez des excédents de production. Et ces excédents de production, faut bien les vendre quelque part. Et donc, on va les donner, je sais pas, à quelques pays africains qui a besoin d'argent, qui a besoin de bouffer. Et ça foutra en l'air toute la paysannerie locale qui se retrouvera dans le bateau la semaine d'après pour venir en France, quoi. Donc, c'est déjà une mesure, mais extraordinairement con. Ouais. Alors, je suis assez d'accord. On va parler de cette mesure. C'est d'une bêtise qui est stupéfiante. Ce que je voudrais commenter aussi, c'est... Je voudrais arrêter parce que s'il veut faire quelque chose pour les paysans, ce qu'il pourrait faire à la limite, c'est enlever toutes ces subventions à la noix, ces prix planchers, et dire comme vous entretenez la campagne, la communauté vous verse un salaire de, 800 € par mois pour que vous fassiez votre boulot de paysan, puis tout ce que vous gagnerez en plus, vous le garderez, ça sera pas imposé, vous n'aurez pas de charge sociale. Ça déclencherait un enthousiasme considérable et ça coûterait pas si cher que ça. Mais puisque c'est peu de paysans qui restent, mais de faire des prix planchers, c'est encore une fois prendre ce que vous voulez, c'est assurer un revenu convenable aux paysans. Donc une des solutions qui a pas du tout ma faveur, mais au moins qui serait pas complètement stupide, ce serait de dire écoutez, la communauté nationale vous remercie d'entretenir la campagne et on va vous payer comme on paierait un jardinier à mi-temps. Et puis l'autre moitié du temps, vous faites ce que vous voulez et puis il y a plus de prix, vous faites ce que vous aimez, vous faites ce que vous aimez pas. Et si vous voulez, voilà. Donc ça redonnerait de liberté aux paysans et en leur garantissant 1 000 € par mois, ce qui leur permettrait de bouffer. Mais cette idée de faire un prix plancher, c'est d'une bêtise. Mais en plus de ça, au final, je sais même pas si ça va vraiment être appliqué parce que il a sorti ça pour essayer de s'en sortir sur le moment. Alors peut-être que ça aura lieu. Mais enfin, il y a ne serait-ce que... Et c'est certainement interdit par l'Europe. Alors je suis persuadé que c'est interdit par l'Europe puisque c'est une manipulation de prix de marché. C'est contraire au marché commun. Alors que s'il donnait 1 000 € par mois aux paysans et ensuite vous faites ce que vous voulez dans vos exploitations, ça c'est pas interdit puisque c'est une mesure fiscale. Ouais, tout à fait. Et en plus de ça, il y a 2 semaines, on posait la question. Et on posait la question justement sur les prix planchers à son ministre de l'Agriculture, Marc Fesneau donc. Et il y a 2 semaines, Marc Fesneau s'était dit radicalement contre. Voilà, c'est une mesure qui était proposée par la France Insoumise, sans grande surprise. Et il disait, si c'est con, c'est normal. Voilà, et il disait que qu'il était contre. Et derrière, donc en fait, j'ai trouvé qu'il y avait un regard de panique chez cet homme parce que ne serait-ce qu'en regardant les vidéos, juste l'image sans mettre le son de ce ministre, donc Marc Fesneau, derrière Emmanuel Macron quand ce dernier déambulait au salon de l'agriculture. Ça faisait vraiment peine à voir. C'est-à-dire que c'était un ministre qui se comportait vraiment comme un stagiaire d'observation. C'est-à-dire vous êtes derrière votre chef, vous n'avez pas de regard particulièrement expressif, vous dites pas un mot, il n'a pas dit un mot de toute la journée à qui que ce soit. Alors certes, je veux bien qu'à l'inauguration du salon de l'agriculture, on mette le zoom sur le président, mais enfin quand même avoir 2 ministres derrière soi, en l'occurrence Marc Fesneau et Madame Pannier-Runacher, qui disent pas un mot et qui ont un regard mais de mort.
vraiment de mort, et ils regardaient leurs pompes, et c'est tout, quoi. Mais parce que je pense que aussi chez ces gens il y a la peur de contredire un truc que dirait Emmanuel Macron, le président de la République. Parce que on ne sait pas le matin même ce qu'il va raconter. Qu'est-ce qu'ils attendent pour donner leur démission? Ils ont aucun honneur? Je sais pas, franchement, moi j'aurais dit il y a 15 jours, il y aura pas de prix plancher. Le président dit 15 jours après, dans un truc public, il y aura un prix plancher. Ben, le soir, il a ma lettre de démission, quoi. Ouais. Et sûrement, il a sûrement dit, évidemment, sans prévenir son propre ministre. Voilà, parce qu'il le savait pas le matin. Le mec a dû l'apprendre sur le moment même, en se disant, voilà, dans quoi on s'embarque. Il n'y a pas de feuille de route, mais ne serait-ce que à très court terme. Le matin même, on ne sait pas ce qu'il va annoncer. Il ne sait pas. Moi, j'ai regardé des images parce que, comme ça, j'avais l'impression, vous savez, quand j'étais enfant, un de mes premiers souvenirs, j'étais en Grèce, donc avec mon père là-bas, et j'étais en Grèce, donc il n'y avait rien en Grèce, c'était un pays noblement pauvre, et j'ai vu passer devant moi un canard à qui on avait coupé la tête. Vous savez, et qui continue à crapahuter. Vous savez, c'est ce que les canards font avec assez de facilité. Et j'ai eu l'impression de voir devant moi ce canard à qui on a coupé la tête, quoi. J'ai l'impression que il sait pas où il va, il comprend rien, il est paniqué, et il fait du bruit, mais oui, ça continue à chahuter, mais il continue à avancer, mais il sait pas pourquoi, il sait pas où il va. Donc j'avais l'impression de pouvoir passer un canard sans tête devant moi pendant qu'il était en train de déambuler dans les. Il doit pas savoir si les vaches ont les oreilles devant ou derrière les cornes, mais enfin, il connaît rien à l'agriculture, il connaît rien aux paysans, il n'en a probablement jamais rencontré un de sa vie. Et je regarde ce gars-là, je me dis, mais quelle tristesse. Il est en train de se rendre compte vous savez, c'est la vieille blague de Pagnol, c'est pas que t'es bon à rien, c'est que t'es mauvais en tout. Il est mauvais en tout. Il est mauvais en tout. En diplomatie, c'est un désastre. Donc, vous vous dites, mais c'est un des drames de ces gars-là. C'est qu'ils veulent tous être président de la République, mais parfois ils arrivent là et ils se rendent compte qu'ils sont complètement incompétents. C'est-à-dire ils n'ont jamais le doute de se dire c'est le métier le plus difficile du monde. Je vais faire bien attention de pas y aller, quoi. C'est la relation de mec normal. Lui, il se précipite en s'imaginant je sais pas quoi, et il est grotesque. Et en plus de ça, on sent chez lui la volonté aussi de se maintenir au pouvoir. Alors, on ne sait pas pourquoi faire, encore une fois. On ne sait pas pourquoi faire. Mais moi, je me dirais, c'est une réflexion. Pour pas aller en prison s'il donne sa démission. Ouais, peut-être, je sais pas. Et encore là, on n'a même pas de commencement de piste de vraiment d'un truc qui pourrait l'envoyer en prison. Vous avez regardé Al-Stab et tout. Il y a des... Oui, certes. Mais si on remonte un petit peu en arrière, on doit pouvoir trouver. Sûrement, mais je pense que même s'il n'était plus président de la République, à mon avis, c'est le genre d'affaire qui ne l'enverrait pas non plus en prison. Je pense qu'on ferait tout pour qu'il n'y aille pas. On embête Sarkozy. Oui, certes, mais je sais pas si un jour Sarkozy ira en prison, quoi. Bracelet électronique, c'est tout à fait envisageable, mais je sais pas si on a vraiment envie d'envoyer un ancien président en prison. Enfin, je dis on. Ce serait un bon début. Oui, ce serait sans doute un bon début. Ça leur apprendrait peut-être quelque chose. Mais comment dire, oui, je me faisais la réflexion l'autre jour, je me disais, mais si j'étais ce gars élu président de la République et je vois à tous mes déplacements ça se passe mal, je rencontre des Français qui m'en veulent. Sans avoir 3 compagnies de CRS et 2 compagnies de gendarmes autour de lui, et vous passez devant l'Élysée, c'est un blocos. J'en aurais marre, moi je démissionnerais, je dirais mais manifestement le peuple n'est pas content de ma présence au pouvoir, je m'en vais. Point. Point. Il y a des moments où démissionner, c'est un soulagement pour tout le monde, y compris pour celui qui démissionne. Ah bah oui, bien sûr. Il pourrait aller prendre sa retraite, je sais pas. En plus de ça, on sait que Macron, il peut retrouver un poste où il veut derrière au niveau de la Commission européenne. Il pourrait totalement terminer président de la Commission sans aucun problème, à mon avis. J'espère que non, parce qu'à ce moment-là, il porterait ses talents en Europe. Non, mais la question avec Macron, il est à l'évidence incompétent. Et je vois pas quel serait l'avantage de le mettre
alors qu'il est incompétent dans un autre poste où il pourrait continuer. La seule chose qu'il faut faire avec Macron, c'est le mettre à la retraite. Ah non, mais moi je suis d'accord. Je dis pas qu'il faut le mettre ailleurs. Le je fait dis que qu'il puisse être ailleurs être. est une condamnation du système politique qu'on a à être aujourd'hui. Parce qu'autrefois, dans la Rome antique, quand un politique était vraiment trop mauvais, il avait une espérance de vie assez courte. Hein. Ouais. On le balançait du haut de la roche tarpéienne, là, et puis oui, c'était une façon d'éviter qu'il ne se représente. Empereur romain, ça devait être sûrement le poste le plus dangereux qui soit. C'était assez dangereux. C'était assez dangereux. Il y avait quelques satisfactions, mais c'était assez dangereux. C'est comme aujourd'hui, statistiquement, le métier le plus dangereux du monde, c'est président américain, puisqu'il y en a eu 3, il me semble, qui ont été assassinés. Donc sur une cinquantaine quasiment, ça fait beaucoup. Statistiquement, c'est beaucoup. Statistiquement, oui, c'est plus que les soldats ou n'importe quelle autre profession. Donc pour revenir sur le principe du prix plancher, aussi comme d'habitude en fait, on s'attaque plus aux conséquences du problème qu'à sa racine. C'est-à-dire que si le problème c'est la faible plus-value des agriculteurs sur la vente de leur production, c'est-à-dire donc en fait le prix de vente moins le prix de production, en fait au lieu de vouloir juste réduire le prix de production, ce qui est faisable en allégeant la pression fiscale, toutes les taxes, toutes les réglementations, en fait ce qu'on veut faire c'est augmenter le prix de vente, ce qui va rendre nécessairement l'agriculture française moins compétitive, parce que, enfin, je veux dire, en tout cas, c'est. Mais non, je suis pas d'accord. C'est inapplicable. Vous êtes en train de raisonner dans la boîte qu'ils vont vous en donner. Ouais. C'est surtout ce qu'il faut pas faire, parce que vous en sortirez jamais si vous faites ça. C'est-à-dire que d'abord, qu'est-ce qui donne le droit dans une économie de marché de mettre un prix plancher sur quoi que ce soit? Donc vous n'avez pas le droit de le faire. Mais par contre, et rien n'interdit dans une économie de marché de dire les paysans rendent un service à la communauté pour laquelle ils ne sont pas rémunérés, c'est-à-dire d'entretenir la campagne. Je vais les payer pour ce service, allez, 1 000 € par tête de gars, par mois. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Par mois, pardon. Et ensuite, chacun des paysans, ayant cette espèce de garantie de revenus de 1 000 € par mois, il fait ce qu'il veut. Il n'y a plus aucune aide. Mmh. Et à ce moment-là, on aura des bons produits, ils en ont rien à foutre ce que font les Argentins, les Américains, etc., parce que ces bons produits, ils seront pas importés. Donc, vous devez sortir de l'histoire de je vais intervenir dans les prix, je vais intervenir dans les quantités, je vais réguler la demande, je vais réguler l'offre. Ça ne marche jamais. Ah non, mais je dis pas ça. Ce que vous pouvez faire, c'est maintenir le niveau de vie des paysans à un minimum incompressible, 1 000 €, allez, et ensuite, démerdez sich. Vous redevenez libre. Et on vous supprime toutes vos conneries, toutes vos réglementations, toutes vos taxes, et on ferme les affaires. Comme ça, vous pourrez vendre votre terre de façon chère. Ce que je dis justement, c'est que en intervenant sur le prix, en mettant en place un prix plancher, derrière, ce que ça risque de faire, c'est que justement dans les magasins, dans la grande distribution, là où c'est applicable, le risque, c'est que les Français, en fait, se tournent davantage vers la production qui vient de l'extérieur, puisqu'elle sera plus compétitive au niveau du prix. Ben oui, on sera obligé d'acheter la production à un prix plancher, on fera des stocks monstrueux dont on ne saura pas quoi faire. Oui, et c'est là qu'on va le déverser. On va le déverser sur l'Afrique, voilà. à la moitié du prix. Donc, c'est idiot dès le départ. Ouais. C'est donc, ce qui m'étonne, c'est que bon, moi, j'ai fait des études en économie, j'ai étudié toute ma vie ce truc-là. Et ce qui est étonnant, c'est qu'il y a un certain nombre de choses qu'on a essayé depuis Dioclétien au 3e, au 4e siècle après Jésus-Christ, là. Blocage des prix, ça marche pas. Le blocage des loyers, ça marche pas. Les prix planchers, ça marche pas. Donc, toutes les interventions dans le marché, ça marche jamais. Vous pouvez intervenir au niveau de l'humain. C'est-à-dire à garantir aux humains une espèce de minimum. C'est-à-dire que si à un endroit, il faudrait donner cette espèce de salaire commun qu'on voudrait donner à tout le monde. Ouais, revenu universel. Un revenu universel, c'est pour les paysans. Là, ça serait très bien parce qu'en plus, ils rendent un service qui est d'entretenir la campagne. Donc, on vous paye pour entretenir la campagne. Et si vous voulez faire que ça, c'est tout ce que vous faites. Vous laissez pas vos changes à cher, vous permettez pas. Voilà, très bien. Ça me va très bien. Parce que ça, c'est une dépense finie qui va pas augmenter, et puis ça va très bien. Puis au moins, vous rendez service.
Mais intervenir sur le prix du produit, sur la quantité du produit, sur les interdictions de ceci ou de cela, ça ne marche jamais. Encore une fois, la contrainte, ça ne marche jamais. Il n'y a qu'une chose qui marche, c'est la liberté. Ouais. Donc, filez 1 000 € par mois à chaque paysan, et dites-lui, maintenant, vous n'aurez pas d'autre aide, mais vous n'aurez pas d'autres contraintes. On vous supprime tous ces trucs imbéciles, la PAC, les prix, les trucs, les machins, remplir des papiers pour la commission. Vous ferez plus tout ça et vous essayez de faire, des grenouilles pour qu'on puisse les bouffer, quoi. Si c'est ça qui les amuse. Mais encore une fois, foutez la paix aux gens. Arrêtez d'intervenir dans leur travail. Ce qui m'a frappé dans les prises de parole de certains agriculteurs qui en voulaient à Emmanuel Macron, c'est que, alors certains évidemment pas tous, mais certains semblaient assez, méfiants vis-à-vis des accords de libre-échange. Or, j'ai trouvé une infographie, alors c'était une infographie de quel média? C'était Les Échos, qui tentait d'évaluer le solde extérieur de la France vers les pays signataires de certains accords, donc le Canada, la Corée du Sud, le Japon, le Vietnam, en millions d'euros, dans plusieurs domaines. Donc par exemple le bœuf, le poulet, le porc, les produits laitiers, vins et spiritueux. Et dans tous ces domaines-là, à l'exception du poulet, on avait un solde extérieur qui n'avait fait que progresser depuis 2012, depuis 10 ans. Donc le bœuf, ça a été multiplié par 100, notre solde extérieur. Le poulet, ça a été divisé par 2, c'est le seul domaine. Le porc, ça a été multiplié par 2,5. Les produits laitiers, ça a été multiplié par Mais je vais vous arrêter tout de suite là, parce que encore une fois, vous tombez sur la tyrannie de la moyenne. Oui. Je m'explique, c'est que ces soldes qui sont montés comme ça a été fait simplement par 10% des exploitations. Alors ça, c'est possible, bien sûr. J'en suis certain, parce que c'est la loi de Pareto. Donc, il y a 80% du solde excédentaire qui a été fait payé par 20%. Et ces 20%, ils sont pas en train de manifester sur l'agriculture. Oui, certes. Ça va très bien pour eux. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le sort des 80% qui, eux, se font bousiller et par le producteur efficace en France, dont on parle jamais, et par le producteur efficace de l'extérieur. Donc, il faut pas partir sur, on va mesurer, vous savez, j'ai une vieille histoire que je raconte toujours, c'est le gouverneur de Hong Kong qui a créé le Hong Kong moderne, c'est dans les années 50, qui était un type étonnant, un anglais. Il y a un fonctionnaire chinois qui vient lui dire, monsieur le gouverneur, on a une très mauvaise nouvelle. Ah oui, dit-il, qu'est-ce que c'est? Le type dit, Hong Kong a un déficit extérieur. Qu'est-ce que vous allez faire, monsieur le gouverneur? Et il dit, je vais prendre une mesure importante, très importante. Je vais interdire la publication des statistiques du commerce extérieur. Tout ça, si vous voulez, toutes ces statistiques d'exportation, d'importation, c'est des incitations aux couillons à Bercy d'intervenir. Foutez bien la paix au marché, et à ce moment-là, faites le système dont je parle en France, vous payez les paysans, et ils se démerderont. On n'a pas besoin, à la limite, j'ai pas besoin qu'on mesure les exportations de poulet vers le Vietnam. Ouais. Qu'est-ce que vous voulez que ça me foute? En quoi ça intéresse la France? Qu'il y a combien de types à Bercy ou je sais pas où aux douanes qui travaillent sur des statistiques pour le poulet et les statistiques du beurre vers je sais pas quoi là, la haute volta? Mais foutez bien la paix aux gens, laissez les gens commercer librement. Et puis ça se réglera automatiquement. Mais cette idée de je vais vérifier, il faut que mon mon offre de poulet soit supérieure à la demande de poulet. Moi, je m'en fous. Ce que je veux, c'est que le poulet soit bon. Si vous faisiez des poulets extraordinairement bons, extraordinairement chers en France, je serais très content. J'achèterais que ça. Bah, c'est un peu le cas. Mais j'en boufferais moins. Je boufferais des légumes le reste du temps, mais les poulets qu'on me donne sont dégueulasses. Quelle différence. Moi, encore une fois, quand j'étais jeune dans le Gers, je voyais courir les poulets, ils avaient des pattes longues comme ça, ils étaient plutôt velus, si j'ose dire. Ils échappaient au renard. Ils étaient drôlement bons. Bon, ok, un peu ferme, mais drôlement bons. Maintenant, on nous fait des espèces de trucs qui sont gélatineux, qui ne représentent rien, et on compte ça dans les exportations en disant, bon, chouette, on a vendu plein de saloperies aux autres. Mais vous voulez m'expliquer quel est le progrès là-dedans?
Bah après, je me pose la question en direct. Est-ce que le paysan est heureux à faire des poulets malheureux? Je sais pas, mais après, est-ce que c'est pas le marché qui fait ça aussi? Parce que non, c'est pas le marché puisque vous avez des subventions partout. Bah oui, mais ça c'est vrai partout dans le monde. C'est vrai partout dans le monde. Très bien. À ce moment-là, oui, on laisse rentrer les poulets dégueulasses et si les Français veulent en acheter, ils en achètent. Mais nous, là où il y a de la valeur ajoutée, c'est qu'on vende des poulets au reste du monde qui sont 4 fois le prix du poulet dégueulasse qu'on achètera et qui seront bons. C'est-à-dire, un poulet, c'est pas un poulet. Il y a 25 sortes de poulets, oui. Et quand vous les bouffez, ça n'a rien à voir. Ouais. Donc, cette idée d'on va faire une réglementation pour les poulets, la seule chose à laquelle vous arriverez, c'est que vous aurez que des poulets dégueulasses. Alors, ça, c'est vrai, pour le coup. Donc il faut. Il y a 60 ans, les poulets, ils faisaient 900 grammes, ils étaient hyper athlétiques, c'était autre chose. Ouais. Non, encore, ce que j'essaie de dire, c'est que on tombe dans le piège des gens qui raisonnent mal, si j'ose dire, qui est celui de l'industrie agricole. La France avait cet avantage immense de ne pas avoir d'industrie agricole, mais d'avoir un artisanat agricole qui a fait sa réputation dans le monde entier, la réputation de la cuisine française. C'est pour ça que je vous dis, si vous donnez 1 000 € à chaque paysan, et vous dites, maintenant, vous faites que des bons produits. On va chercher la valeur ajoutée la plus chère possible. Et on dit rien d'autre. Maintenant, on s'en fout et on cesse de mesurer les poulets qu'on exporte au Vietnam ou qu'on importe du Vietnam. Qu'est-ce que vous voulez que ça me foute? C'est un choix de modèle. Après, ça dépend aussi. Il n'y a pas d'autre modèle que la liberté. Oui, après, comment dire, ça dépend du nombre de personnes qu'on veut nourrir. Forcément, si on veut nourrir énormément de personnes, s'il n'y a pas assez de poulets pour les Français, le prix du poulet montera en France. On en apportera plus des poulets dégueulasses d'Ukraine, qui sont élevés dans des cages et les pauvres bêtes, elles ont une vie de merde pendant les 2 mois et demi où elles vivent. Et on peut d'ailleurs interdire tous les poulets qui sont faits dans des conditions inhumaines. Ça me paraîtrait ce serait déjà une bonne chose. Ça, je suis d'accord pour des droits de douane absolument invraisemblables là-dessus. Mais aujourd'hui, je crois que la moitié des poulets qui sont bouffés en France, viennent d'Ukraine. D'une entreprise qui est tenue par un multimilliardaire ukrainien, et ça n'a strictement... Et tous ces poulets sont dégueulasses. Mais comme ils sont pas chers, les gens les achètent ici. On mettrait une interdiction d'exporter des poulets à tous les gens qui font vivre les poulets dans une misère, dans un malheur noir. Je serais d'accord. C'est pas du protectionnisme, c'est la protection de l'animal. Oui, bien sûr. Donc tout ce qui n'est pas fait dans des conditions humaines pour les animaux, oui, on empêche de rentrer, oui. Ça me paraît très bien, ça. Mais, encore une fois, aidons le paysan à faire des choix qui seront différents les uns des autres. Ne forçons pas le paysan à faire ce que tout le monde dans le reste du monde fait, dans des conditions épouvantables et pour le malheur des bêtes. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais. Moi, quand j'étais... Enfin, vous me direz que je deviens gâteux, mais quand j'étais dans le Gers, il y avait des gens qui faisaient des cochons. Oui. Et il était dans la campagne, le cochon. On lui donnait, on allait le chercher tout le temps des... Vous savez ce qu'il y avait à la porte des hypermarchés, les légumes et les viandes dont plus personne voulait, quoi. Donc on prenait ça, on lui donnait et tout. Et ce cochon, il était drôlement bon. Il courait dans la campagne, il bouffait les raclures des supermarchés, mais qu'est-ce qu'il était bon quand on avait fini. Ça avait rien à voir avec un cochon. Normal. Donc, la beauté de la France, c'est qu'on peut faire des bons cochons, on peut faire des bons poulets, on peut faire de la bonne viande. Arrêtons de faire de la merde. Mais est-ce qu'on n'en fait pas quand même des bons poulets? Je veux dire, il y a des... oui, mais vous les payez, mais... voilà, parce que après, toute la production en France n'est pas totalement uniformisée. Interdire, en France, c'est pas du protectionnisme, les poulets qui sont élevés dans des conditions inhumaines. Ouais. Ça, alors là, je suis tout à fait d'accord. Oui, non mais ça... Oui, c'est pas pareil. Et donc... Et si le prix du poulet est trop bas en France pour les importations... on met des étiquettes sur le poulet en disant, vous savez, ce poulet, il a été élevé de façon abominable. Maintenant, vous le prenez si vous voulez, mais c'est pas une bonne idée. Ouais. Il faut informer les gens et les laisser prendre des décisions libres. Et si vous dites, maintenant, on va faire forcer les Français à exporter du poulet, on va maintenant faire une grande politique nationale d'exportation du poulet, je peux vous dire qu'il sera pas mangeable. C'est un peu le jeu des labels. On a les poulets labels rouges. Mais en France, maintenant, on a les labels, c'est commencé bien. Et c'est ce qu'on a fait pour le vin aussi. Ouais. Vous avez les appellations contrôlées, etc., qui vous disent que c'est un vin de qualité. Donc, c'est ce qu'il faut faire en France. Il faut faire des appellations contrôlées partout. Ouais. Et puis, les Français sauront ce qu'ils achètent. Moi, il y a un boucher à Paris, je sais plus comment il s'appelle, qui est le meilleur boucher de France, là, dans le 16e. J'y vais de temps en temps.
Et honnêtement, le foie de veau qui est là, ça n'a rien à voir avec les foies de veau que je bouffe d'habitude. Mais il a dû connaître la bête personnellement, aller à son baptême ou j'en sais rien. Je veux dire, c'est des bêtes qui n'ont pas été élevées, mais c'est 2 ou 3 fois plus cher que la viande normale. Ouais. Ben, en plus, je crois que les paysans qui font ça doivent être beaucoup plus heureux que les paysans qui font de la merde. Alors ça sûrement, s'ils arrivent à trouver une rentabilité là-dessus... Mais l'idée, c'est que si on leur filait 1 000 € par mois, ils n'auraient pas besoin. Ils pourraient nous faire des bons produits. On aurait beaucoup plus de concurrence pour les bons produits et beaucoup moins pour les produits dégueulasses. Oui. Après, oui, on peut choisir ce Moi, je préfère aider les paysans que les forcer à faire des produits dégueulasses en les subventionnant et en mettant des planchers en dessous ou au-dessus ou j'en sais rien et des subventions. C'est idiot. Il faut aller vers la liberté. L'État doit aider à la liberté. Il doit pas aider. C'est pas lui qui doit décider si on doit faire des Renault ou des Peugeot, quoi. Alors ça, bien sûr. Mais après, moi, je suis totalement pour la liberté. Après, du coup, dans les deux sens, c'est-à-dire que si le fermier a envie de faire, je sais pas combien de poulets, alors élevé dans des conditions qu'on estime au minimum dignes quand même, et que c'est comme ça qu'il est content, je suis pour qu'il le fasse. Et puis, il faut lui donner la possibilité de le faire. Et c'est un peu ce qu'ils font en Suisse. Peut avoir la possibilité. C'est un peu ce qu'ils font en Suisse. Ils payent un peu les paysans comme jardiniers, puis ensuite, ils font des produits. Ouais. Mais voilà, c'est que, vous savez, dans l'économie, il y a ce qu'on appelle les externalités. Ouais. Les externalités positives, les externalités négatives. Bon, les externalités négatives, c'est une usine qui pollue tout. Allez, hop. Mais si on regarde le monde paysan, on peut pas s'empêcher de penser qu'ils ont pas mal d'externalités positives, c'est-à-dire qu'ils entretiennent la campagne pour le compte de tout le monde. Ouais. Pourquoi on les paierait pas pour ça ? Ouais. Pourquoi on les paierait pas pour ça ? Je vois pas le problème, moi. Oui, pourquoi pas. Après, ça se après, ils font ce qu'ils veulent. Selon vous, une fois qu'on a assuré le minimum de vie, 1 000 € par mois pour le paysan, bon, très bien. Ensuite, il fait ce qu'il veut. Donc, tout ce qu'il fait en plus, c'est ce qu'il fait. Il pourrait faire que ça. Juste entretenir ses terres et puis rien faire pousser. Mais s'il veut faire autre chose, à ce moment-là, il va aller vers la qualité automatiquement parce que ça se vendra. Ouais. Mais alors, selon vous, ça se déciderait à quel niveau, ça? Au niveau départemental, au niveau de la collectivité? On fait une grande politique et peut y retrouver voilà, chaque paysan touche 1 000 € par mois, et puis ensuite, voilà, c'est tout, quoi. Et puis on plus d'impôts sur, les gens qui l'embauchent, tout ça, ça a aucune importance. Puisque, je crois que les frais sur je sais pas, c'est comme partout, quoi, les frais, si vous embauchez un ouvrier agricole, etc., ça, il est au prix du caviar, quoi. Donc, il pouvait pas embaucher un gars. Donc, encore une fois, il faut détaxer le travail pour faire et, le cas échéant, taxer la consommation. Et nous, on essaye de détaxer la consommation et de faire entrer des produits pas chers parce que comme ça, l'inflation monte pas, et on taxe le travail, comme ça, la production monte pas. Donc, on est dans un système qui est complètement à l'envers de tout ce qu'il faut faire. Ouais. Il faut détaxer la création de richesse et taxer la consommation de richesse. Ouais. Et nous, on détaxe la consommation et on taxe la production. On peut pas être plus con. Oui, effectivement, c'est le modèle effectivement dans lequel on est, c'est-à-dire qu'on importe des trucs du monde entier et on veut maximiser la consommation. D'ailleurs, je pense que ça a un gros rapport aussi avec la masse d'immigration qu'on importe. C'est aussi des gens qui ont tendance à dépenser de l'argent plus rapidement que les autres. Et donc, ça fait d'autant plus de consommateurs. Et derrière, on s'en fiche de ce qu'on produit en réalité. Et si vous voulez, ce qui arrive aux paysans, c'est exactement la même chose qui est arrivé aussi aux entrepreneurs. C'est-à-dire quiconque essaye de créer de la richesse en France, ouais, qu'il soit paysan, qu'il soit entrepreneur, ou mettons un très bon professeur dans une école qui essaye d'élever les enfants comme il faut et tout, mais tous ces gars-là, on les met à la poubelle et on prend tous ceux qui bouffent des McDonald's. On est fou. Ouais, c'est sûr. On marche sur la tête. Là-dessus, faudrait encore faire davantage d'efforts, notamment justement en permettant au travail d'être moins coûteux. Mais je note dans la gastronomie un gros effort de
d'entrepreneurs français qui remettent au goût du jour quand même la restauration française en essayant du coup de mettre des prix les plus bas possibles et en essayant de concurrencer du coup le petit la café qu'on a à côté où je vais pays. déjeuner presque tous les jours. Bon, c'est un bon vieux Bourguignon, j'imagine. Il doit être, je crois qu'il est picard, mais qu'il a été élevé là-bas du côté du fond du Massif central. Et bien, presque tous les jours, il a 2 ou 3 plats à sa carte que la morale réprouve. Je sais pas, des tripes, des andouillettes, des trucs absolument extraordinaires. Et qu'il fait lui-même, enfin, qu'il achète lui-même et qu'il vend lui-même. Et ben, ça désemplit pas. Ouais. Je peux en témoigner. Ça désemplit pas. Donc, ce que j'essaie de dire, c'est plus on aura de paysans qui font des tripes, plus le gars à Paris qui fait ça aura de monde dans son... Et ça marchera tout seul. Oui, effectivement. Alors que si vous faites des mauvais poulets ou des mauvaises tripes ou des mauvais saucissons, etc., ok, il est pas cher, et alors ? Oui. C'est mauvais. Bah, surtout, on s'en fout que ce soit pas cher. Si on met tout à égalité, forcément, ça fait encore plus de clients pour McDonald's parce qu'on se dit, si c'est dégueulasse, finalement, si c'est même pas plus dégueulasse que le resto d'à côté, ça vaut pas le coup, quoi. Donc autant. Ce qui m'étonne toujours qu'on raisonne sur le côté production en France, entrepreneurs, usines, la désindustrialisation, etc., c'est que les gens ne se rendent pas compte que c'est une politique voulue. Puisque on tape toujours sur la production et qu'on subventionne toujours la consommation. Or, c'est exactement l'inverse qu'il faut faire. Oui, c'est sûr. C'est pas une énigme. C'est pas une énigme. Voilà. Ce qui nous arrive, ça n'a rien de surprenant. Oui, voilà, absolument. Ensuite, absolument rien à voir. Enfin, quoique, je voudrais discuter de manière générale, en fait, d'intelligence artificielle, parce qu'on a encore, on a encore des progrès faramineux qui sont en train d'être faits. Oui. C'est-à-dire que je sais pas si vous avez vu ça, mais la semaine dernière, il y a OpenAI, donc OpenAI c'est ChatGPT, qui venait de montrer quelques vidéos en fait de sa nouvelle intelligence qui actuellement est pas ouverte au public même de manière payante, mais c'est en gros il nous montre ce qui s'apprête à sortir. Cette intelligence artificielle, elle s'appelle Sora et en fait elle est capable de réaliser des bouts de film en fait à partir d'un prompt. Vous savez, on peut générer des images aussi à partir d'une description. Et ben à partir d'une description, on peut, grâce à cette intelligence artificielle, générer des bouts de films. Et donc j'en ai regardé quelques-uns. Alors bien sûr, il y a quelques défauts, il y a quelques trucs à corriger. Enfin, j'ai trouvé ça juste hallucinant parce que il y a vraiment des trucs qu'on retrouve quasiment dans des vrais films, quoi. Évidemment, puisqu'ils ont été depuis quelle heure ? Ils n'ont pas inventé. Oui. Ils ont été chercher des trucs, et ils les ont répétés, c'est tout. Bien sûr, mais c'est pas de l'intelligence, c'est de la copie. Oui, mais enfin, elle est capable de recréer des trucs à partir de... évidemment, puisque ça a déjà existé, mais elle recréera jamais quelque chose qui n'a pas existé. Oui, certes, mais on toujours dans la fameuse boîte. Bien sûr, on peut créer une originalité, une singularité à partir de choses déjà existantes. Même, j'ai envie de dire, à un certain degré, c'est aussi ce que l'humain fait. On s'inspire essentiellement de ce que les autres ont fait. C'est toujours la vieille blague, vous savez. Il paraît qu'il faut raisonner en dehors de la boîte, mais je sais pas où elle est rangée cette boîte. Donc, c'est une vieille blague. Mais ce que je veux dire par là, c'est que encore une fois. C'est une idée profondément socialiste. C'est-à-dire que la différence entre le socialisme et les gens normaux, c'est que dans le socialisme, vous avez l'idée que tous les individus sont les mêmes et qu'ils sont interchangeables. Vous pouvez apprendre à une intelligence artificielle à faire de la musique d'ascenseur, parce que ça, elle a des centaines de millions d'heures de musique, etc., mais vous ferez jamais Mozart, vous ferez jamais Beethoven, parce que il y a quelque chose chez l'homme qui est ce que j'appelle le don divin de la création. T'as fini de ronfler, toi? Je sais que je t'ennuie, mais quand même. Il n'aime pas trop l'intelligence. C'est pas son problème. Ce que j'essaie de dire, c'est cet acte extraordinaire de il y a quelque chose, il y a rien. Et puis d'un seul coup, il y a quelque chose. Si vous voulez, c'est Picasso qui dessine à Taureau. Oui, ça pourrait être copié par l'intelligence artificielle, mais qui fera la même chose que Picasso.
Mais si Picasso avait pas été là, il l'aurait pas fait parce qu'il l'aurait pas en mémoire. Alors certes. Et donc, je veux dire par là, c'est qu'il y a une différence essentielle entre la routine, une bonne amélioration, mettons, vous pouvez arranger un peu mieux le transport urbain à Paris, ce qui est pas difficile, il suffirait de vider Madame Hidalgo, il serait fait, mais... Et Madame Pécresse aussi. Donc, il y a 2 ou 3 personnes comme ça virées, mais ensuite, ça sera vite fait. Donc, vous pourrez, avec des algorithmes, améliorer le transport et tout. Mais vous créerez jamais la machine à vapeur, parce que si elle a été inventée, elle n'a pas été inventée. Donc, les gens ne comprennent pas le rôle essentiel dans l'évolution de l'humanité de l'invention. C'est ça qui change tout. C'est pas la bonne gestion qui change. C'est l'invention, le type. Et ça, l'intelligence artificielle en sera toujours incapable. Alors, peut-être, c'est tout à fait possible. Elle peut pas inventer. Elle peut pas inventer quelque chose qui n'existe pas. Alors, peut-être, mais moi, je serais prudent sur la manière de dire ce que l'intelligence artificielle un jour sera capable de faire ou pas, parce que sur le principe, je suis tout à fait d'accord avec vous. Maintenant, je suis tellement étonné jour après jour. Ils font des améliorations, mais ils font des améliorations, par exemple, ils peuvent prendre des images, les recomposer et tout, mais tout ça, c'est que des calculs de choses qui ont déjà existé. Donc, encore une fois, ça peut... si j'ose dire, l'intelligence artificielle, ça, c'est l'équivalent d'une école de commerce. Ça vous fera des gars qui savent faire des plans, des tableaux Excel, virer les gens quand il faut, etc. Mais ça vous fera jamais un Elon Musk. Alors ça, voilà, c'est tout. Je pense. Tout. Donc, si vous voulez, bon, vous aurez plein de bons gars d'HEC. Oui, ça peut les remplacer avantageusement. Mais Elon Musk, vous le remplacerez jamais. Solzhenitsyn, vous le remplacerez pas. C'est possible. Jean-Paul II, vous le remplacerez pas. Mais il y a peu d'humains comme ça, parce que je veux dire. Oui, mais c'est eux qui changent le monde. Ah oui, non, mais ça, tout à fait. Donc, si vous voulez, par contre, ce qu'on peut craindre, c'est que les types de l'intelligence artificielle mettent tellement de contraintes pour empêcher les Musk, etc., de sortir, parce que c'est comme ça que ça va arriver, que du coup, on se ratatine par une montée en puissance de la connerie qui n'est plus en contrebalancée par la montée en puissance du génie. Ça, c'est très possible. Ouais. Surtout si vous les laissez dans les mains des socialistes. Ça, c'est même certain à ce moment-là. Donc, je veux dire, j'ai toujours dit, moi, que ce qui m'avait toujours terrifié dans la vie, c'était pas l'intelligence artificielle, c'était la connerie naturelle. Et c'en est un parfait exemple, si vous voulez. Vous mettez intelligence artificielle plus socialisme, et c'est automatiquement les camps de concentration. J'en suis sûr, ça. Parce qu'enfin, ils pourront gérer l'économie efficacement. Penseront-ils, ces imbéciles? Alors ça, oui, ça c'est pas effectivement à exclure. Moi, ce que je veux dire, c'est que l'intelligence artificielle, regardez, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Mais c'est possible que l'humain doit toujours être là pour montrer la direction. Non, mais pas pour montrer la direction, pour montrer que ça marche pas et faire autre chose. Mais par exemple, là, je cite cet exemple parce que là, c'est tout nouveau. La fusion nucléaire, ça fait des années. On peut faire les calculs, très bien. Voilà. C'est-à-dire qu'on est obligé d'avoir l'humain pour expliquer à l'intelligence artificielle. Non, mais il fallait d'abord inventer la fusion. Bien sûr. Il fallait d'abord conceptualiser le truc. Oui, bien sûr, évidemment. Ils vont peut-être faire des calculs pour que ça arrive plus vite. Ça, l'intelligence artificielle l'a pas fait. Mais par exemple, j'ai vu cette info passer il y a 2 jours. L'intelligence artificielle a trouvé un moyen de stabiliser le plasma, ce qui est une étape quand même hyper importante du coup de la progression vers la fusion nucléaire. Et ça, pour le coup, c'est un truc que l'humain aurait pas vraiment pu faire lui-même, parce que cette intelligence artificielle peut en fait repérer les instabilités en question du plasma en moins de 300 millisecondes et du coup le restabiliser immédiatement. C'est une puissance de calcul, mais c'est pas une puissance d'invention. Je vous donne un exemple. Aujourd'hui, vous avez une société en bourse qui passe au travers du toit qui s'appelle Nvidia, qui fait les puces électroniques, etc., pour l'intelligence artificielle. Il n'y a que qui peuvent les faire, etc. Donc, vous avez cette société qui fait les puces électroniques, et elle a que 4 clients. Elle a Microsoft, elle a Amazon, elle a que 4 clients qui pour ces puces. C'est-à-dire que vous avez aujourd'hui, d'arriver dans le monde, une espèce de oligopole qui va contrôler les puces et l'utilisation des puces, et on va tous se retrouver en camp de concentration.
Parce qu'ils vont, ces gars-là, on les connaît. Qu'est-ce qu'ils vont faire ensuite? Une fois qu'ils seront tous sur moi, eh ben, ils vont dire, ou tu obéis, ou on raconte toutes les saloperies que tu as fait dans ta vie. Puisque je les sais. Donc, ouais, ce que je veux dire, si vous ne vous rendez pas compte le danger qui est en train d'émerger là-haut, que ce soit pas l'intelligence artificielle qui nous domine, mais que ce soit Bill Gates. Ouais. Mais là, par exemple, c'est infiniment plus grave. Aujourd'hui, un des mecs qui a un projet qui fait peur à certaines personnes, c'est Elon Musk lui-même. C'est-à-dire que c'est un personnage qu'on apprécie beaucoup. Mais par exemple, là, il y a eu des nouveautés sur son Neuralink, donc la puce qu'on met directement dans le cerveau. Il y a du coup une personne humaine qui s'est fait injecter cette puce, et on a trouvé que cette personne pouvait en fait contrôler un ordinateur comme avec une souris, mais avec juste la pensée. Et bon, évidemment, derrière, ça ouvre tout un champ des possibles. Mais alors, qu'est-ce qu'il faut faire par rapport à ça? Est-ce qu'il faut se méfier de Neuralink? Est-ce qu'il faut l'interdire? Interdire, ça marcherait pas. Il faut bien lui foutre la paix. Mais il faut que les pouvoirs politiques interdisent qu'il n'y ait que 4 gars qui soient là-dedans. Parce que vous avez là le monopole de quelques individus sur la vie de tous les autres. Donc, c'est encore une fois une question de démocratie. Donc, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'il est normal qu'une société comme Amazon soit à la fois dans la vente par correspondance ou je sais pas quoi, et dans le cloud, comme ça ils connaissent l'ensemble de votre vie, et ce qu'il faut, c'est casser en Amazon en autant de morceaux qu'il est nécessaire pour que chacun d'entre eux ne puisse pas être... donc il faut casser Amazon, il faut casser Google, il faut les briser en 10 sociétés pour éviter la création de ce monopole d'achat et de vente. Mmh. C'est tout. Donc, c'est le rôle d'un État, c'est de maintenir la concurrence. Mmh. Et s'il n'est pas prêt à le faire, à ce moment-là, on est foutu. Mais on se retrouvera comme dans le meilleur des mondes, là, où je sais plus si c'était le meilleur des mondes, c'était 1984, je crois que c'était le meilleur des mondes, où finalement il y a quelques cinglés qui vont vivre dans la jungle amazonienne pour qu'on leur foute la paix, quoi. Ouais. Il faudra aller vivre dans la jungle amazonienne et on ira se promener avec des plumes dans les cheveux et on sautera d'arbre en arbre, si c'est ça qu'il faut. Mm. Mais l'essentiel, c'est qu'il y aura toujours des gens qui préféreront être libres. Mais alors, est-ce qu'il faut créer des sociétés de force pour justement avoir... Rien du tout, il faut laisser ce qu'il faut, c'est que s'il y a des sociétés qui deviennent trop importantes, au point de vue taille, etc., c'est ce qu'avait fait Theodore Roosevelt avec la Standard Oil of Indiana. Avec la Standard Oil, il l'a cassé. Ouais. Il y a à partir d'un certain moment, quand une société devient un monopole naturel et qu'elle liquide ses concurrents simplement par le pouvoir de l'argent, il faut la casser. Ouais. Et le problème, c'est que maintenant, il y a une espèce d'agrégation entre ces sociétés et tous les gens, les petits hommes gris dans les pouvoirs, parce que les petits hommes gris repèrent très bien que c'est ce qui va leur permettre d'enfin nous tenir en laisse. Ouais, c'est sûr, aujourd'hui, oui, si vous avez... Le patron d'Apple, le patron de Google et le patron d'Amazon qui pensent la même chose. Et qui commandent eux-mêmes la même puce et qui font les mêmes programmes. Ce sont tous des grands financements du parti démocrate. Pardon. Mais je vous donne un exemple. Il y a des gens qui font des trucs très compliqués sur l'intelligence artificielle aux États-Unis et tout. Mais on a des bons matheux en France. Et il y a des matheux en France qui travaillent sur une forme d'intelligence artificielle qui est d'aide à la décision. Et par exemple, c'est le seul qui a réussi à faire des programmes pour battre les champions de bridge. On avait trouvé à battre les champions, mais le bridge n'arrivait pas. Là, ils ont réussi à faire des programmes. Donc, il y a une façon de concevoir l'intelligence artificielle qui est d'aider les gens à prendre les décisions au moment où ils doivent les prendre, et de l'autre, qui est de leur expliquer ce qu'ils doivent faire. Ouais. Et c'est pas du tout la même chose. Donc il me semble qu'il va y avoir maintenant une lutte peut-être entre deux intelligences artificielles, celle qui aide chaque individu et celle qui aide les puissants. Ouais. Moi, j'irai toujours vers celle qui aide chaque individu. Oui, bien sûr. Il va y avoir ça va être là. C'est ce qui s'est passé au moment de l'invention de l'imprimé. Hein. Il n'y a rien de nouveau.
Est-ce que c'est possible, selon vous, c'est le grand thème, hein, évidemment, de la science-fiction, une partie de la science-fiction, est-ce que, selon vous, l'intelligence artificielle peut nous échapper à nous-mêmes? Non. Est-ce qu'elle peut... Il suffit d'enlever la prise. Ouais, c'est pas faux. Vous avez, il marche tout seul l'électricité. Est-ce qu'au bout d'un moment, il pourrait être trop tard pour... trop tard pour enlever la prise? Ouais. Il suffit qu'il y ait un type qui arrive à la prise, qui fasse sauter le transformateur, et puis l'intelligence artificielle... Parce que là, j'ai vu une info passer par ici. Mais ils cherchent à vous faire peur. Comme toujours, si vous voulez, la presse, depuis des années, ne vit que par la peur. Donc, on nous fait passer de peur en peur. On a eu le Covid, puis on a eu je sais pas quoi avant, et puis ensuite, on a eu la guerre en Ukraine, et puis on va envoyer nos soldats en Ukraine, etc. Donc, je suis fasciné parce que je me demande toujours quelle est la prochaine peur. Qu'est-ce qu'ils vont encore nous foutre dans la trouille pour nous empêcher de réfléchir? Donc, l'intelligence artificielle, c'est quelque chose peut-être qui nous fera du mal dans 20 ans, peut-être. Mais je sais que Macron nous fait vraiment du mal aujourd'hui. Donc le problème, c'est pas de parler de l'intelligence artificielle, c'est de parler comment on se débarrasse de Macron. Oui. Ça, c'est un sujet intéressant. Peut-être que l'intelligence artificielle peut nous aider. Rien du tout. Rien du tout. Il nous aidera sûrement pas, parce que ce sera dans la main des gars qui seront tous complices de Macron, parce que Macron, il aimerait bien qu'on soit gouverné par l'intelligence artificielle, parce qu'il n'aurait pas de paysans qui l'emmerderaient. Il irait tranquillement au salon de l'agriculture et il verrait pas un paysan, il n'y en aurait plus. Oui, c'est pas faux. Mais bon, peut-être, après, il y a forcément des intelligences artificielles qui sont très différentes. Par exemple, j'ai vu qu'il y avait une polémique dernièrement, c'était l'intelligence artificielle de génération d'images, mais celle de Google, qui s'appelle Gemini. Et alors, il y avait une polémique dessus, parce que, en gros, lorsqu'on demande à Gemini de nous représenter... par exemple des chevaliers ou je sais pas des guerriers samouraïs, j'en sais rien, elle évite il semblerait volontairement de présenter des personnages blancs, y compris lorsqu'on fait appel donc elle a été préprogrammée pour être convenable intellectuellement. Ça veut dire qu'elle trouve encore moins que les autres. Oui, voilà. Et ce que j'ai trouvé très drôle, c'est que Google a dû s'excuser parce que il y a un type qui a eu l'idée de lui demander de représenter des nazis. Et il se trouve que Gemini lui a représenté des nazis noirs, enfin de diverses couleurs, ce qui est tout à fait original. Et suite à ça, Google a dû s'excuser. Donc en fait, leur propre politique pro-diversitaire s'est retournée contre elle-même. Quand vous mentez, le problème, c'est qu'il faut se souvenir des mensonges. Donc ces corneaux, ils ont mis un truc en disant je sais pas quoi, et donc on peut plus représenter des nazis dans la réalité qui étaient des bons Allemands blonds aux yeux bleus, ou je sais pas pourquoi on leur avait dit de pas faire ça. Donc il faut représenter, quand vous représentez une foule, il faut qu'il y ait des noirs, des blancs, des jaunes, des marrons, mais c'était pas le cas en Allemagne. Et donc le mensonge de départ, c'est-à-dire que une foule est toujours diversitaire, ce qui est faux, les rattrape. Donc, mais le problème, c'est que j'ai vu des travaux sur l'intelligence artificielle. Vous demandez à une intelligence artificielle de sélectionner les meilleurs candidats, les conditions pour un meilleur candidat à un poste. Ouais. Et ben, vous découvrez avec stupéfaction que c'est du darwinisme pur et dur et que c'est du nazisme pur et dur. Donc, si vous laissez l'intelligence artificielle, elle va toujours aller vers les solutions les plus inhumaines, puisque c'est ce qui marche le mieux. Oui, parce que et si vous introduisez la tendresse humaine et tout, mais vous faites comment? Ouais. Après, c'est une discussion qu'on avait déjà eue il y a quelques semaines. Forcément, l'intelligence artificielle ne doit pas être prise trop au sérieux dans le processus de prise de décision. C'est-à-dire qu'elle peut nous aider à avoir un avis éclairé, mais ensuite c'est nous qui devons appuyer sur le bouton. Je vous donne un exemple. Allez, on va coller l'intelligence artificielle sur les marchés financiers. Ouais. Donc elle va analyser tout ce qu'il y a eu dans le passé, et donc elle vous dira quand acheter ou quand vendre. Mais ce qu'elle a analysé dans le passé, comme ça, elle a analysé toutes les séries, toutes les données qui existent quand l'intelligence artificielle n'existait pas. Certes, ouais. Et donc, le monde de la finance, quand l'intelligence artificielle existe, n'est pas du tout le même que le monde. Donc, s'ils prennent des décisions sur le monde où il n'y avait pas l'intelligence artificielle, ils vont se viander de façon épouvantable. Donc j'ai vu 25 tentatives d'appliquer la soi-disant intelligence artificielle au marché financier, et les types ils terminent toujours ruinés, quoi. Et je trouve ça au poil. Donc dans un système de complexité ouverte, je vois pas comment l'intelligence artificielle peut gagner. Elle peut gagner aux échecs, elle a du mal à gagner au poker.
Alors ça, effectivement, ce serait intéressant de voir si un jour elle est capable de gagner au poker, parce que là, pour le coup, faudra peut-être pas s'inquiéter, je sais pas, mais enfin, c'est sûr que ça, c'est pas normalement son domaine de compétence aujourd'hui. Ben voilà, en fait, la discussion que je tenais à avoir aujourd'hui. On revient toujours aux mêmes idées, si vous voulez, c'est la façon dont l'agriculture, l'intelligence artificielle, la solution, c'est toujours l'individu. La vraie solution, c'est toujours d'aller vers l'individu pour qu'il reste libre et maître. Et là, ce qu'on vous présente toujours, c'est on va vous présenter un type très compétent à qui on donnera une machine superbe qui descend l'intelligence artificielle. Et comme ça, vous aurez plus à prendre de décisions vous-même. Donc, on voit très bien, c'est toujours la même chose, c'est si j'ose dire, Dieu, tu es libre, et Satan, tu ne l'es pas. Ouais. Et donc, la presse joue toujours Satan parce que ça fout la trouille. Et donc, les gens qui ont peur sont dociles. Donc, il faut revenir à ce que disait Jean-Paul II, n'ayez pas peur. Soyez toujours du côté de l'individu et jamais du côté de Satan. Ouais, je suis assez d'accord. Surtout que on sait très bien, il y a certaines personnes, je pense à des types, voilà, comme je sais pas, Klaus Schwab, les autres gars du World Economic Forum. Eux, ils sont franchement du côté là. Hein, voilà, c'est-à-dire que eux, quand ils entendent parler d'intelligence artificielle, ce qu'ils se disent, c'est alors voilà, on va pouvoir pour continuer. Eux, c'est un instrument de pouvoir. Voilà, on va pouvoir continuer à faire fonctionner la société, etc., sans avoir besoin de l'initiative de l'individu. C'est-à-dire l'individu, il va rester. Le même rêve. Voilà, enfin, le même cauchemar. Il va rester sur son canapé à rien foutre toute la journée et ce sera très bien comme ça. Il sera content et on lui enverra des drones de livraison Amazon avec effectivement du poulet sous hormones qui fera 8 kilos et tout sera très bien comme ça. Et la société pourra continuer à fonctionner comme ça et c'est nous qui aurons le pouvoir. Et de toute façon, l'individu n'aura pas vraiment voix au chapitre et comme ça. Et voilà, c'est très différent parce que vous voyez, pour moi. Bon, ils auront le pouvoir sur nous, donc ils nous auront en nous maintenant d'une espèce d'oisiveté, gentillette, enfin ils ne font pas trop de mal, et on est là. Mais moi, en tant qu'individu, pour moi, j'ai envie de suivre des gens qui me montrent vers là où il faut aller pour devenir un individu meilleur. Ouais. Je veux pas devenir un individu plus confortable, je veux devenir... Donc, vous aurez toujours cette tension entre la société la meilleure, c'est celle où chacun d'entre nous est meilleur, et la société la meilleure, c'est celle où il y a quelques types qui savent tout et qui prennent les décisions pour tous les autres, comme ça on a le droit de rester comme des... Ouais. Et pour moi, il n'y a même pas photo, quoi. On peut pas être dans le deuxième. On peut pas être dans le deuxième, même si on fait partie de ceux qui vont commander. Je trouve que c'est encore pire. Ouais. Au moins, les victimes, elles sont là. Mais si vous êtes volontairement parmi les ordures qui commandent pour maintenir les autres en esclavage, ça, vous êtes foutus. Je suis assez d'accord. C'est deux philosophies qui veulent utiliser la même chose pour faire des choses radicalement différentes. Totalement différentes. Effectivement, dans un cas, il y a un gars qui vous dit moi je vais essayer de faire en sorte de vous faciliter la vie, mais pour que vous soyez encore meilleur, pour que vous puissiez faire encore davantage. Et dans l'autre, c'est vous inquiétez pas, je m'occupe de tout, t'as plus rien à faire, et tu seras très bien comme ça, et tu seras dans le confort. Faciliter la vie, c'est pas la bonne maison, c'est pas la. Il faut pas que la vie soit facile. Il faut qu'elle soit dure et qu'on apprenne. Ouais. Moi, à la limite, je ne revendique pas une vie facile parce que la facilité, ça n'existe pas. Il faut en prendre plein la gueule et s'améliorer. Ouais. En tout cas, en général, c'est sur le... Mais c'est pas un programme politique, hein. Non, c'est pas un programme individuel. C'est un programme tout à fait individuel, oui. Il ne peut y avoir de programme qu'individuel. Ouais. Et on peut pas forcer les gens à avoir une vie difficile. Mais non, sur le long terme, c'est toujours plus satisfaisant d'avoir une vie avec quelques claques, ouais. Ouais. Rien de mieux que ça. Je suis assez d'accord. Voilà pour merci beaucoup. Terminer cette discussion. On se retrouvera bientôt. Déjà ce jeudi, nous recevons Sylvain Tiget. Oui. Donc nous parlerons de plein de trucs. En vrai, je sais même pas exactement de quoi on va parler. On va parler pas mal d'économie. On va parler de ce qu'il fait aussi dans la vie de manière générale. Et puis je pense que c'est une discussion qui peut nous mener un peu partout. Donc voilà, l'essentiel c'est un peu partout, on y arrivera. Voilà, exactement. Ça, c'est comme quand j'étais petit, il y avait
toute direction dans la ville, et donc je disais toujours à mon père, ouais, c'est par là. Toute direction, c'est la nôtre. Ouais, exactement. Donc voilà, je vous remercie bien sûr pour votre attention. Comme chaque semaine, je vous précise que ces émissions, elles sont disponibles en format Deezer, enfin format podcast sur Deezer, sur Spotify, sur Apple Music, etc. Que vous pouvez nous suivre sur tous les réseaux sociaux. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour un nouveau délit d'opinion, et à très bientôt de manière générale sur l'Institut des Libertés. Merci encore.